La résistance, c'est une invention, puisqu'on invente le quoi faire. Personne ne leur dit, bon, bah, ici, vous allez mettre des tracts, ici, vous allez poser des papillons, là, vous allez organiser des parachutages, là, vous allez faire du renseignement. Personne ne leur dit. Ils inventent un mode d'action. Et ce mode d'action, au départ, il est très modeste. Matrioshka. Bonjour à tous. En ces temps de grandes mutations, de mouvements de protestation, que ce soit pour les femmes, que ce soit pour la planète ou que ce soit pour le pouvoir d'achat, Matrioshka regarde dans le rétroviseur et s'interroge sur ce que c'est que résister. Est-ce s'opposer, protester, ou est-ce plutôt ne pas se résigner, inventer, penser autrement, essayer de dessiner de nouveaux possibles? Alors pour cela, nous sommes partis à la rencontre d'une historienne de la résistance. Alia Aglan est professeure à la Sorbonne à Paris et elle explique dans son nouveau livre « La France à l'envers » comment on est passé en 1939 de la devise « Liberté, égalité, fraternité » à un an plus tard, un nouveau triptyque « Travail, famille, patrie ». Alors dans ce tournoiement de valeurs, dans ce tournoiement de réalité, quand on passe d'un monde à l'autre, qu'est-ce qui fait de soi un résistant? Quelle mécanique? Qui est résistant? On écoute. L'histoire de la résistance nous apprend une forme de fidélité à quelque chose, enfin en tous les cas à soi-même pour commencer, une forme d'opiniâtreté, de persévérance et puis une forme de dignité. Tous les liens sont perturbés d'une manière ou d'une autre par la présence d'un occupant, surtout quand ce sont des militaires qui paradent tous les jours. À Paris, ils paradent sur les Champs-Élysées, par exemple. Il y a de la musique allemande dans les kiosques, tous les panneaux sont en allemand. Et évidemment, il y a une sorte de société de surveillance qui se met en place, qui dit quoi, qu'est-ce qui est interdit. Tout est interdit, comme dirait Elsa Triolet, il pleut des interdits. Et donc dans ce contexte, on voit bien que tous les liens se dissolvent, amicaux, familiaux, syndicaux, politiques, et que le degré de décision descend au plus bas, c'est-à-dire que chaque individu doit décider pour lui-même de quel côté il se situe, ce qu'il peut supporter, ce qu'il ne va pas supporter. C'est quelque chose de très profond, de viscéral et de très dangereux. Il n'y a pas de portrait robot, on est d'accord, du résistant, mais il y a un profil? Bon, on n'en connaît pas, on ne connaît pas les profils sociologiques. Il y a eu des aristocrates, des industriels, des ouvriers, des secrétaires, absolument tout le monde, enfin toutes les professions sont représentées, tous les âges, toutes les confessions, et beaucoup d'étrangers aussi dans la résistance intérieure, parce que certains étaient, par exemple, des anciens combattants de la guerre d'Espagne, donc des républicains espagnols réfugiés en France, des anciens brigadistes, vous savez, les brigades internationales qui avaient combattu en Espagne. Et donc dans les maquis, on peut trouver des antifascistes autrichiens, allemands, polonais. Donc voilà, c'est vraiment une sorte d'amalgame. Et puis l'autre grande rencontre aussi qui a eu lieu dans la clandestinité, c'est entre les croyants et les non-croyants. Enfin, c'est ce célèbre poème, hein, celui qui croyait au ciel et celui qui n'y croyait pas. C'est un poème d'Aragon sur la résistance, avec cette espèce de partage, de connivence entre communistes athées et chrétiens, catholiques ou protestants, voilà, pleins de foi. Il y a eu une sorte de curiosité réciproque et d'adoption réciproque, alors que ça pouvait être des clans qui pouvaient paraître très tranchés avant-guerre. En fait, ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est que on ne peut pas faire de réelle classification sociologique, ni religieuse, ni d'appartenance d'un pays. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas qualifier la résistance ou la disqualifier en disant c'était tous des têtes brûlées ou ils étaient tous socialistes ou tous communistes. Ce qui est intéressant, c'est vraiment cette espèce de brassage inouï, et je pense que c'est un moment historique qui est au moins aussi important que la Révolution française. Pourquoi? Parce que je pense que la Révolution française a donné d'abord la citoyenneté aux Français, a aboli les privilèges, mais qu'elle a quand même beaucoup clivé la société française. Et pour moi, la résistance, c'est une sorte de retour heureux de la Révolution française, comme si c'était une sorte d'accomplissement. La résistance serait donc plus qu'un combat contre seul l'ennemi extérieur, l'occupant, qu'il soit allemand ou italien. Il y aurait aussi là un enjeu plus intérieur,
celui d'en finir avec l'héritage de 1789, celui de proposer une redistribution des cartes où chacun jouerait son rôle autrement, où les liens se retisseraient différemment, celui de résister pour inventer un nouveau monde, pour penser par soi-même. C'est ce qu'on retrouve aussi dans certains textes clandestins de l'époque. Matrioshka. Pour eux, la guerre, c'est le moment de continuer, voire de finir la Révolution française. Et c'est pas par hasard qu'ils disent ça, parce que le projet nazi, il est aussi révolutionnaire. Il est mondial. Et ces théoriciens nazis, je n'ose appeler philosophes, disent eh bien, l'humanité est entrée dans une ère historique particulière avec la Révolution française, avec le national-socialisme, c'est une autre ère historique qui s'ouvre. Le Reich, c'était quand même une promesse pour 1000 ans. Et donc, c'était voilà, une autre révolution qui allait donner un autre monde. Pourquoi on parle de la résistance ? Parce qu'elle a tendance à s'unifier. C'est-à-dire, en fait, on parle des résistances parce qu'il y a des multiples formes de résistance, renseignement, sabotage, presse clandestine et toutes sortes d'actions. On dit la résistance quand on veut signifier son unification, son unité. Voilà, la résistance, c'est un peu en majesté. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent nous parler? Qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce qu'on a à en retirer aujourd'hui, selon vous? On s'aperçoit que la résistance surgit d'une situation que l'on juge intolérable. Et certains résistants disent que ça passait pas forcément par leur intellect, que c'était presque viscéral, dans le sens où, quand ils regardaient les Allemands défiler, que ce soit à Paris ou dans d'autres villes, ils avaient mal au ventre, par exemple. Et cette espèce de réaction à quelque chose d'insoutenable. Et les résistants, c'est ceux qui... c'est vraiment le clan du refus. C'est que quels que soient les risques encourus, on ne traitera pas avec le vainqueur. Et d'autre part, on mettra tout en danger pour défaire l'histoire. Et c'est une manière de se situer par rapport au temps. On fait un diagnostic sur le présent. Et on se dit, le temps est-il définitivement figé? C'est-à-dire que nous serons définitivement des vaincus, et eux seront définitivement des vainqueurs. Et oui, s'inscrire dans l'histoire comme définitivement vaincu ou définitivement vainqueur, c'est crucial. D'ailleurs, ce qu'on peut aussi retenir de tout cela, c'est l'importance de l'honneur. Résister, c'est une question d'honneur. Et à ce propos, qui incarne absolument le retour de l'honneur? Eh bien, De Gaulle. C'est à cela qu'il recourt le 18 juin dans cet appel, à l'époque totalement irréaliste. Il pose là refus, colère et dignité. Ce qu'on appelle aujourd'hui l'esprit de la résistance, c'est une histoire de colère et de dignité. Et c'est pour ça, c'est encore quelque chose qui peut valoir aujourd'hui. Et quand on parle d'honneur, c'est pas un vain mot quand on dit on s'est battu dans les Glières, on s'est battu dans le Vercors, et qu'on vous répond oui, mais la résistance n'avait aucune force militaire ni aucune efficacité. On voit bien comment on oppose deux discours, un qui est presque managérial. Oui, ils n'ont pas été efficaces, effectivement, ils n'avaient pas d'armes lourdes, ils n'avaient pas d'aviation, ils étaient à peine instruits, ce n'étaient pas tous des militaires, certes. C'était des artisans, quoi. C'était des artisans, mais quand même des artisans de la victoire qui ont payé cher et qui se sont fait torturer, fusiller, massacrer. Et donc, voilà, ces morts, pourquoi sont-ils morts? Il y a une notion d'honneur, effectivement, et qui n'est pas juste un mot. Matrioshka. Dans nos vies d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on cherche? Est-ce que c'est la fin justifie les moyens, et que donc, de toute façon, ce qui compte, c'est le résultat, l'efficacité? Ou est-ce qu'on peut avoir, dans un autre geste, faire une part à l'honneur, en tous les cas, et à la dignité? L'appel du 18 juin est la référence absolue. Qu'est-ce qui fait que ce texte a tellement marqué? Qu'est-ce qui fait histoire? Et qu'est-ce qui se passe là, au-delà de ce qu'on raconte dans l'indicible? C'est quoi le sujet? Le 18 juin, en fait, De Gaulle arrive à Londres. Il s'est enfui de Bordeaux, tout simplement, quand il a appris qu'allait être demandé l'armistice et des conditions d'armistice et que ça allait être accepté. Et pour lui, bon, c'est quelque chose d'inadmissible. Donc, quand il part à Londres, il n'a pas grand-chose. Il a très peu d'argent, il a
aucun soutien ou à peu près. Il n'a pas été tellement entendu cet appel, mais il a fait date parce qu'il a marqué effectivement le départ de quelque chose qui s'appelle la France libre et qui a été une sorte de retournement inouï quand même de la position française, précisément de vaincu au camp des vainqueurs. Ce retournement incroyable, c'est dû à De Gaulle et aux Français libres et tous ceux qui l'ont rejoint après. Mais c'est vrai que le geste du 18 juin, ça a été de prendre date, mais je pense qu'il ne savait pas non plus quelle postérité allait avoir ce geste. Et donc quand on prend toujours De Gaulle comme modèle dans quelques moments d'impasse de l'histoire ou de crise, quelle qu'elle soit, économique, politique, est-ce que sans s'en rendre compte, c'est pas ça qui reste de Gaulle, cette capacité à aller vers l'impossible, et c'est ça le geste résistant? Oui, c'est ça, c'est créer un possible là où il y avait de l'impossible. Il a été opiniâtre et on lui a opposé toutes sortes d'obstacles, toutes sortes d'embûches, y compris des rivalités, notamment les Américains qui préfèrent soutenir le général Giraud. Donc voilà, toutes les embûches, il les a traversées parce que d'une certaine manière, il n'a jamais renié le geste premier du refus qu'il exprimait très bien dans ce discours du 18 juin. Et je pense que c'est ça qui a fait que la France s'est relégitimée aux yeux des Alliés et qu'elle passe dans le camp des vainqueurs en 1944 et en 1945, ce qui n'était pas évident. À la suite de ce geste fort de Gaulle qui s'imposera dans la postérité sans que ce soit réellement prémédité, la résistance fait entrer à ce moment-là dans une nouvelle ère, dans un nouveau temps d'action. Alia Aglan appelle même ce moment, cette année 40, l'année 0. Matrioshka. Il y a un journal clandestin qui dit « mais résister, c'est penser par nous-mêmes ». Et penser par soi-même, c'est effectivement résistance année 0. C'est le début de quoi alors? Dans un premier temps, résister, c'est continuer la guerre par d'autres moyens. Ça veut dire remettre des liens de solidarité en place, par exemple pour faire évader les prisonniers de guerre. La résistance, c'est une invention, puisqu'on invente le quoi faire. Personne ne leur dit « bon, bah, ici, vous allez mettre des tracts, ici, vous allez poser des papillons, là, vous allez organiser des parachutages, là, vous allez faire du renseignement. » Personne ne leur dit. Ils inventent un mode d'action. Et ce mode d'action, au départ, il est très modeste. C'est chanter la Marseillaise ou porter ironiquement, enfin, ou en tous les cas discrètement, les couleurs, puisqu'il est interdit de pavoiser, donc on peut s'habiller en bleu, blanc, rouge. On voit toutes sortes de contournements. Quand l'étoile juive a été imposée, certains ont mis des étoiles avec marqué jazz dessus pour voilà, se mettre dans une forme de complicité avec ceux auxquels on imposait le port de l'étoile jaune. Donc voilà, c'est ça aussi qui est très réjouissant après coup pour la résistance, c'est le courage qu'ils ont eu et l'invention d'une forme d'action pour le coup politique, sans être forcément partisane, et qui a été tout le temps une improvisation de chaque instant. Tout le monde ne fait pas dérailler des trains dès l'automne 40. Il y a des résistances actives, des résistances passives? Oui, c'est une distinction que font les historiens avec laquelle je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que je ne vois pas comment on peut être résistant sans être passif. Donc il y a eu des formes de résistance qui consistaient tout simplement à pulvériser les fichiers où il y avait les noms des jeunes gens. Et une autre forme dite passive, mais qui est quand même pas du tout passive, c'est il y avait des commissions dites de peignage où on disait non, un tel, il n'est pas en bonne santé, il ne peut pas y aller. Dans cette forme de résistance, beaucoup ont délivré des certificats de jeunes gens qui attestaient qu'ils ne pouvaient pas aller travailler en Allemagne. Donc ça aussi c'est une forme de résistance et ça a été tout aussi efficace, si vous voulez, que d'aller plastiquer. Et dans la résistance, il y a des formes extrêmement élaborées d'organisation. Je pense à la résistance polonaise par exemple, qui a, dans la Pologne occupée, fait passer des examens aux lycéens, une sorte de baccalauréat clandestin, des cours universitaires clandestins, parce que comme c'était la culture polonaise qui était menacée, ça faisait partie de la résistance que d'organiser non seulement des sabotages et toutes sortes d'actions politiques, mais aussi de transmettre la culture polonaise aux enfants quand la Pologne a été tout simplement rayée de la carte. Est-ce qu'aujourd'hui, 80 ans plus tard, est-ce qu'il y a quelque chose à entendre ou est-ce qu'on est passé dans une autre
un autre pan d'histoire? Est-ce qu'on est dans le prolongement de cette même histoire? Est-ce qu'on tire un même fil? Aujourd'hui, l'enseignement de cette période, c'est que quand des sociétés ont été à ce point fracturées, divisées, parce que là on parle de mémoire de rescapés, de déportés, de résistants, mais on ne parle pas de la mémoire des familles où il y aurait eu des collaborationnistes, des assassinats politiques parce que engagement collaborationniste, parce que cette mémoire elle est encore plus silencieuse, enfin, elle n'est pas en tous les cas autant mise sur la place publique. Mais on voit bien que la sensibilité des sociétés, elle est là. C'est une mémoire qui ne peut pas être apaisée et une guerre qui n'est pas réellement terminée. Aujourd'hui. Moi, je pense qu'elle n'est pas terminée parce que les aspects civils de cette guerre font que les répercussions se transmettent. Justement, on parle de transmission, même silencieusement, d'une génération à une autre. Ce que nous a transmis la Deuxième Guerre mondiale va donc au-delà de ce que nous enseigne l'histoire. La mémoire est aussi présente, elle est induite, elle est en nous. Et parfois certaines impressions de déjà vu ou de déjà vécu, que ce soit pour des sujets de populisme ou d'extrémisme, eh bien, ressurgissent. Et dans le même temps, dans notre héritage français, eh bien, l'esprit de résister est toujours très vivace. Alors aujourd'hui, est-ce le mot juste quand on parle de résister? Qu'est-ce que résister aujourd'hui? Réponse. Matryoshka. Aujourd'hui, ça peut prendre toutes les formes. C'est des actions individuelles, collectives, à contre-courant et qui manifestent le refus de quelque chose. Alors ça peut être tout à fait en dehors du fait militaire, ça peut être dans la société, une forme de résistance civile. En tous les cas, c'est forcément une organisation. Elle n'est pas forcément clandestine, puisqu'aujourd'hui, s'il n'y a pas de danger, on n'enterre pas les organisations, elles peuvent avoir une forme de légalité. Alors quand on parle d'un mouvement qui a animé tous les samedis depuis fin 2018, qui est celui des Gilets jaunes, est-ce que on peut considérer que c'est un mouvement de résistance? Dans le sens commun du terme, oui, mais en réalité, ça n'a rien à voir. C'est plutôt une protestation qu'une résistance, avec quand même la possibilité de manifester ce qui était strictement interdit sous l'occupation. Mais vous savez, c'est pas parce qu'on compare avec la résistance que ça donne plus de valeur à un acte. La protestation sociale, elle a une valeur en elle-même, mais on est quand même dans des espaces démocratiques où on peut quand même aller manifester dans la rue, même si tout ça est encadré. On n'est pas censé exposer sa vie quand on manifeste sur les Champs-Élysées, même tous les samedis. Vous m'expliquez la différence entre protester et résister? Protester signifie qu'il y a un espace de protestation qui est possible. Alors qu'une résistance, c'est plutôt quelque chose de clandestin, d'enterré, parce qu'on est sous une loi totalitaire, ou dictatoriale, militaire, enfin comme vous voulez, mais qui interdit un espace d'expression d'une protestation. Il y a un très beau texte de Saint-Exupéry d'ailleurs, je crois que c'est dans la Lettre aux Américains, il dit « Pourquoi nous nous battons ?» Et je me souviens de cette phrase où il dit « Mais on se bat pour que les enfants ne dénoncent pas les pères au caporal de leur parti. » Donc il parle du parti nazi évidemment, mais c'est un peu ça l'idée, c'est que quand il n'y a pas d'espace, il y a résistance. En tant que professeur d'histoire, qu'est-ce que vous diriez à mes enfants pour demain par rapport à ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, comme petit message à ne pas oublier pour continuer à avancer? Il y a une immodestie totale dans l'acte résistant qui est de considérer qu'on peut défaire quelque chose qui s'est imposé. Moi, je dirais aux enfants que la loi du plus fort n'est pas toujours celle qui s'impose et qui peuvent aussi, eux, garder l'arme des faibles. Parce que c'est ça la résistance, hein, c'est l'arme des faibles. Oui, moi je dirais aux enfants de ne jamais céder d'une certaine manière à la loi du plus fort. Il y a toujours une marge de manœuvre. Ouais, même quand elle est invisible.
Alors soyez immodestes, ne cédez jamais à la loi du plus fort. Merci Alia Agland d'avoir partagé avec nous, de nous avoir transmis ces bribes d'histoire de résistants. Ils nous permettent de comprendre un peu mieux ce que c'est que de résister, de prendre son destin en main, d'aller de l'avant. Qu'avez-vous pensé de cette vidéo? Est-ce que vous avez apprécié? N'hésitez pas à nous le dire, à commenter, à appuyer sur le pouce ici en bas. Et puis si vous n'avez pas encore vu la précédente vidéo, celle avec Joël de René, eh bien vous pouvez cliquer ici, juste au-dessus, et vous y aurez accès directement. En tout cas, merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut! Matryoshka.